Bon, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir venu. J'ai eu quelques problèmes avec mes Indiens qui venaient faire une danse spéciale pour vous. Ils n'ont pas trouvé un passeport. C'est comme ça, c'est très difficile. On a pensé qu'ils étaient des terroristes, mais ils sont très paisibles. Les Indiens ont été toujours un exemple de paix, même entre eux, s'ils avaient de guerre. La vie chez les Indiens était toujours très menée et axée sur la paix, sur le bon sentiment. Et c'est ça que tous les envahisseurs, les gens, disons, civilisés, n'ont pas compris et ont essayé de les exterminer. Et là, il y a tout un mouvement dans ce XXe siècle, et maintenant au XXIe siècle, qui essaie de restaurer. Et ça, justement, ça a commencé, on peut dire que ça a commencé d'une manière puissante et avec des mesures de gouvernement au début de 1900. Et peut-être à cause de ça, on a eu cette force dans l'art déco brésilien, dans l'art déco australien, dans l'art déco des États-Unis aussi. Si vous cherchez l'architecture aux États-Unis, par exemple, surtout du côté de la Californie, du Nouveau-Mexique, ces États qui ont été peuplés par des Indiens, et comme tout le continent. Mais là, vous allez trouver un des grands exemplaires de cette ligne d'action et d'art, c'était l'architecte Frank Lloyd Wright aux États-Unis. Au Brésil, on a eu dans tout le territoire, en Australie, tous les endroits où on avait une population originale du pays, on a eu ça. Pour le Brésil, on va avoir nettement une volonté du gouvernement, comme je vous ai dit hier, de donner à l'art qui se faisait au Brésil cette apparence qui c'était un art national et pas un art importé, un art qui est venu d'ailleurs. Bien sûr que la grammaire, le vocabulaire était de forme et des manières de présenter cet art basé sur les Indiens, était bien européenne, était bien française dans la manière que l'art déco, on considère, qui a été consacré ou même né en France. Et là, on va trouver beaucoup d'autres gens, d'autres nationalités présentes au Brésil, comme je vais vous montrer, des Allemands, des Anglais, des Américains, même Irlandais qui ont venu au Brésil pratiquer l'architecture et les arts décoratifs et qui ont suivi cette voie. Et même des Brésiliens qui ont vécu en France très longtemps. Bon, je m'assois et je vous commence un peu le show des images. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a la moitié. J'ai l'intention de terminer un peu plus tôt. Et merci beaucoup. Et bon, on commence par l'immeuble soi-disant le plus connu de ce volet, non? Qui est l'immeuble Itaï. Lui, il a été fait par des architectes, un architecte qui venait d'Allemagne, Gladosch, et son corps architectural est très moderne. On ne montre pas ça, mais vous pouvez imaginer que l'art nativiste, l'art basé sur l'art indien, était plutôt une architecture moderne, à l'avant-garde. On ne retournait pas au passé pour faire quelque chose de passéiste. C'était un retour au passé comme inspiration, mais dans un cadre à l'avant-garde. On va voir dans d'autres immeubles que ça a été vraiment
un moment de célébrer la modernité, en faisant un hommage aux vrais propriétaires de la terre, qui étaient les Indiens. Pedro Correia de Araújo signe ce portique qui est tout en majolique, qui reste intact, et cette indienne qui est, on pouvait dire, bodybuilder hein, aussi, non? Et un peu le visage, il est un visage indien, mais en même temps un peu noir. C'est la vision d'un Brésilien qui a passé toute sa vie en France. Ce monsieur, il est né au Brésil, mais sa famille était déjà, dès la fin du siècle dernier, comme ils étaient très liés à la famille royale brésilienne, après notre République qui s'établit en 1889, beaucoup de gens, beaucoup de nobles, beaucoup de gens liés à la monarchie sont partis en exil avec Pedro II, non, Pierre II, qui est venu vivre à Paris avec sa fille princesse Isabelle, qui a justement aboli l'esclavage, qui s'est correspondé, qui a échangé des lettres avec Gallet, qui était aussi contre l'esclavage, et elle était mariée avec le comte II, le comte de Paris. Et comme ça, les contacts avec la France étaient très forts avec la monarchie brésilienne. La langue qu'il parlait dans la cour, c'était le français, comme je pense que j'ai commenté hier. Bon, alors, Pedro Correia de Araújo, qui fait cet immeuble, il a cette vision du Brésil un peu de quelqu'un qui a passé toute sa vie en Europe et qui vient au Brésil et qui ne veut pas faire un art déco français. Il veut faire quelque chose de... Alors, il propose ce portique et bien sûr que ça entre dans la mentalité de l'époque. Ça, c'est 1932, l'inauguration, le projet date d'un peu avant. Et il va s'appeler Itaí, c'est un nom indien. On va trouver à Copacabana le grand quartier où on trouve le Copacabana Palace inauguré en 1923 et les immeubles qui vont être faits aux environs, au voisinage de l'hôtel Copacabana Palace, le plus chic, le plus international de la ville. À ce moment-là, on a vu hier, bâti par Joseph Gir, qui est venu au Brésil et a laissé beaucoup d'autres chantiers. Et les immeubles à Copacabana, on va trouver pas mal de noms inspirés des Indiens, des noms, pas seulement inspirés, des vrais noms indiens. Alors là, c'est notre icône de... la porte, elle présente des motifs de algues et on voit pourquoi tout ça vient de l'île de Marajo. Si vous pouvez lire ici, on a le timbre du Musée national qui était un musée fait par des collections, la plupart qui venaient de la monarchie, et ce musée national présente une centaine ou plus des pièces originales de la culture marajoara. C'est une culture de l'île de Marajo. Si vous ne connaissez pas, c'est la plus grande île fluvio-costale du monde. Ça, je pense que ça a la taille de la Belgique, quelque chose comme ça, ou peut-être la Belgique et les Pays-Bas ensemble. mais c'est immense. Et là, les Indiens qui habitaient entre 400 et 1400, ça veut dire avant, non, le Portugais, avant même Colombo en Amérique du Nord, ils ont développé une culture très pointue. Ça, ce sont des vêtements pour femmes, hein. Les fameuses tanga. Et on a là des urnes, des vases, surtout des urnes funéraires, mais on a trouvé aussi des banques, des instruments, et on a toute une collection
d'objets. Je montre ça d'abord parce que comme ça, vous allez voir que cette grammaire décorative, elle est totalement insérée dans ce que l'Art déco va développer. Si vous avez remarqué hier, quand on a montré le palais des colonies avec les reliefs de Janniot, dont on a ici la présence de la présidente de l'association Janniot, Madame Desmeurice, et qui, dans cette façade, dans ces grands reliefs, si vous notez les portes, elles ont des motifs qui peuvent être inspirés de l'Afrique et ou peut-être des Indiens brésiliens. C'est ça un peu le doute quand on parle des arts premiers. On parle toujours d'Afrique. Mais il y a la présence du Brésil, comme on va voir, dans les tapis de Ivan da Silva Bronze, et pourquoi pas dans la création du Palais des Colonies. En arrivant en Amazone, dans l'Amazonie, on va voir que les immeubles, s'ils ne s'appellent pas Itaí, Itacolomi, Itaoc, des noms indiens, ils vont être appelés par des noms brésiliens, comme Amazonas, comme il y a aussi un immeuble qui s'appelle Brasil, qui est très très beau et qui jouait dans cet orgueil national qui était dont notre président à l'époque invitait les gens à pratiquer. C'était une manière de dire qu'on a eu en passé et qu'on sera toujours très fort. Et le Brésil a un potentiel immense et le futur, c'est le pays du futur. Et ce futur n'arrive jamais, mais on va toujours être le pays du futur. Et comme ça, les immeubles étaient appelés par des noms comme ça. Mais là, vous voyez, ça c'est un autre grand artiste de l'époque, Léon Veloso, dont on va trouver d'autres pièces. Ici, là, le serpent et tout. Et regardez les lettres, non, comme elles sont vraiment le plus modernes possible. Alors, c'était le mariage entre les origines, les traditions indiennes et le modernisme à l'avant-garde. Hein? Sinon, on n'aura pas des lettres comme ça. Hein? Et c'est de nouveau Pedro Corrêa de Araújo dans une entrée dont on trouve ici des petits crapauds ou des grenouilles qui étaient des talismans, étaient ce que les Indiens appelaient muiraquitans. C'est exactement un objet pour porter bonheur, porter de la chance. L'entrée, elle est comme ça. L'entrée, elle est comme ça. Bien sûr que ce lustre-là, on pouvait le jeter à la poubelle. Le lustre qui était original a disparu. On ne sait pas ce qu'on a mis. Quelqu'un a trouvé trop laid et on a mis quelque chose un peu d'autre style complètement choquant. Mais regardez les grilles qui répètent toujours les motifs qu'on a vus dans les urnes de l'île de Marajan. D'autres exemples de maisons où on va trouver l'idée un peu de bungalow américain, un peu qui est importé de style architectural que les Américains faisaient à partir de leur passé colonial espagnol, non, les missiones, mais toujours avec des motifs rappelant tout ça, ça est à Copacabana, et ça sont démolis, ça est encore là à Botafogo. On trouve des entrées, des immeubles. Ça, c'est un immeuble qui s'appelle Edificio Marajoara. Tout simplement, ils ne voulaient pas cacher quelle était son influence, son inspiration. Là, un peu en détail de la ferronnerie, aussi détail de la façade. Bon, là, on arrive
sur une des maisons les plus iconiques de Rio, où se mélange de nouveau cette inspiration amazonique, mais aussi le fameux bungalow américain avec les influences néocoloniales. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment, un courant très très fort était le néocolonialisme, qui, au lieu de présenter les Indiens, présentait les exterminateurs des Indiens. Alors, c'était les deux courants les plus connus, et qui un peu se battaient, se disputaient un peu les projets. Après ça vient l'architecture soi-disant moderne brésilienne qui les haïssait les deux. Alors, tout ce groupe commandé par Oscar Niemeyer, dont Le Corbusier, on a vu hier, était un peu le professeur, il ne voulait pas du tout ni le néocolonialisme et ni l'art nativiste brésilien. Entre eux, un des plus importants, c'était même un peu plus âgé que M. Niemeyer, qui s'appelait Lúcio Costa, peut-être vous avez entendu parler de lui, parce que c'est de lui le projet de Brasilia, le projet urbanisme, le projet architecture, Niemeyer, mais le projet urbanisme qui a été fait à partir des ailes d'un avion, non? C'est le projet pilote, comme il l'a appelé, non? Et Lúcio Costa, jusqu'aux années 30, était un pratiquant du néocolonialisme fervent. Il aimait ça. Il a laissé des maisons, et tout d'un coup, il se passe pour l'autre côté et il dénie, il dit que non, il ne signe même plus les maisons qu'il a laissées en train de finir. On connaît une belle maison à Rio qui a été projetée par lui, mais qui en 1929 était presque prête, et il a dit non, je ne vais pas signer ça, je n'assume pas que cette maison est une maison néocoloniale. Et après, il va essayer, parce qu'il a participé à l'Institut de la protection, il a essayé de démolir le plus possible les immeubles. Il y a beaucoup de gens qui disent, lui, il était un génie, il était ça, il a fait Brasilia. À mon avis, il pouvait avoir dans sa biographie moins de démolition d'art déco, de néocolonial, c'est un style qu'on ne peut pas effacer, ça existait. C'était vraiment le moment qui ne répétait pas les constructions coloniales, adaptait les styles des Portugais à un modernisme. Alors c'était très dépouillé, mais avec des lignes maîtresses de ces styles. Mais on ne parle pas du néocolonial cette fois, on parle des Indiens. Hein. Alors, regardez cette fenêtre, comme le style de cette maison, avec beaucoup de pierres, il s'adapte beaucoup. On a vu l'autre maison aussi en pierre. Pourquoi la pierre? La chaleur à Rio, pendant l'été, avec ces épais morceaux de pierre, ne passe pas. Alors, dans les maisons, c'est très frais, très frais. Et pendant l'hiver, qui est un hiver très souple, très léger, on a aussi cette protection de l'épaisseur des pierres. Et n'oubliez aussi que les maisons des Indiens, qui n'étaient pas faites en pierre, elles n'avaient pas beaucoup de fenêtres ou des entrées, elles étaient clos comme ça. Alors, cette fenêtre, elle rappelle un peu ça, en même temps que ce mur-là, sans fenêtre. Et on a la ferronnerie de cette maison, elle est remarquable. Et voilà, on a inclus ça dans l'invitation parce qu'on voit de nouveau les crapauds. À cause de ça, quand je vis la fontaine au Grenouille l'autre jour, ici à Saint-Quentin, j'ai dit, voilà pourquoi je suis là. Ce sont les talismans amazoniens qui m'ont apporté à Saint-Quentin, voilà, qui m'ont amené à Saint-Quentin. Là, c'est
mais aussi il y a des crocodiles. Les animaux en général sont traités par les Indiens comme des entités sacrées. Un monsieur qui s'appelait Teodoro Braga, il est arrivé à faire sa maison dont on sent un caractère néocolonial. Tout ça, c'est néocolonial. Tout ça, c'est le balcon. Alors, la morphologie d'une maison néocoloniale, c'est ça un peu la salade entre le néocolonial et l'indien. Là, ce sont des grilles dedans. Voilà, de nouveau, ces motifs qui vont apparaître toujours faisant un peu in grec, faisant un peu labyrinthe. Ça, c'est récurrent dans les motifs. Ça, c'est le dedans. Hein, vous voyez ici cette porte qui est là. Et M. Teodoro Braga est vécu dans cette maison dans un style total. J'imagine que même ce qu'il mangeait, c'était des plats indiens et aussi tout le personnel devait être pas habillé, devait être tout nu pour bien faire bien conserver la tradition. Et on va voir après un costume de carnaval qui c'est vraiment à rire. En 1935, une exposition bien au sud du pays, au Rio Grande do Sul, c'est l'État le plus au sud, frontière avec Argentine, Uruguay. On a fait une exposition qui est, en 1935, un peu en phare pour tout le modernisme brésilien qui est arrivé un peu plus tard. Disons qu'en 1922, l'exposition dont je vous ai montré hier, qui était la plus grande jusqu'à 1922 dans tout le continent, on n'a pas eu quelque chose de plus grand que ça. En 1922, 2 ou 3 pavillons, le pavillon de la General Electric, le pavillon dinamarquais et le pavillon japonais étaient dans les lignes plus droites, mais le reste était éclectisme, beaux-arts, néoclassique, des styles du 19e et beaucoup de néo-baroque, néoclassique. C'était un peu la folie des années de 1900, avant l'Art Nouveau, avant l'Art déco. Et mais en 1935, tout était Art déco déjà. Les gens, je vous ai montré après les bateaux, le style paquebot dans l'architecture. On a vu l'entrée de cette exposition en 1935 comme vraiment le poste de commande d'un bateau. C'était tout à fait tout ça. Alors, ça c'est le pavillon de quel État? État du Pará. État du Pará, c'est avec l'État de l'Amazone, les 2 grands États au nord du pays, où se trouve Belém, qui était le port où tout le caoutchouc sortait de l'Amazone, et aussi des fruits et des oiseaux exotiques, et tout ça qui était dans l'Amazone. Manaus pour l'État de Amazonas et Belém pour l'État du Pará. Alors, il ne cache pas que l'inspiration était... Et si on regarde ça, si vous êtes habitué à voir, par exemple, l'œuvre d'un Allemand qui s'appelle Peter Behrens, Art Nouveau, il utilisait ce motif beaucoup aussi dans des affiches de l'Art Nouveau. Et on dirait, est-ce qu'ils ont trouvé ça dans les Indiens? Oui, mais peut-être dans les Celtes, parce que des peuples anciens avaient des traits un peu en commun. C'est comme par exemple les Aztèques au Mexique et le peuple de l'île de Marajo. Il y a même un courant qui dit que les Aztèques, après les Incas, sont arrivés à l'île de Marajo dans 3-4 000 ans. Alors, c'est comme s'ils descendaient vers le sud. Si vous pouvez compter ici, 3 étages, 1, 2, 3, là il y a encore, ça continue encore, la photo
ne montre pas la taille de cette tête. Ça, c'est déjà à Belo Horizonte, capitale de l'État de Minas Gerais, avec cette tête d'un cacique. On dit en français cacique? Non, le chef indigène, cacique. Et de deux côtés, l'immeuble fait en angle, deux angles. Il est dans une d'endroits square, non? Dans une place très connue à Buenos Aires, et c'est l'édificio Acayaca. C'est aussi avec le nom aussi qui ne laisse aucun doute. Hein. Et, alors là, c'est le mariage entre le modernisme total, très Bauhaus. Ça, c'est une construction qui n'a aucun détail à l'extérieur. Difficile à lire, mais c'est écrit ici, Instituto do Cacau da Bahia. Ça, c'est Salvador. Ça, c'est les constructions coloniales de cette ex-capitale du Brésil. Avant Rio, la capitale était Salvador, Bahia. Et là, c'est l'endroit où le cacao arrivait pour être finalisé son traitement et exporté en des grands produits du Brésil et surtout de Bahia, qui était le plus grand producteur de cacao, qui a fait fortune à beaucoup de gens et qui vraiment a fait construire par Alexandre Budéus, qui c'était en allemand, et l'intérieur, vous irez voir, c'est ça. Alors, ça c'est l'intérieur. Hein? La conjugaison entre ces lignes pures de l'extérieur et cette féerie où il n'y a aucun morceau de colonne ou de vigue qui ne soit pas décoré avec des motifs. Il y a même un jardin intérieur et des animaux, et tout ça dans des bois rares, des bois exotiques brésiliens. Et ça, il passe par des restaurations, mais là, elle est là toujours. Hein. Il n'a pas été démoli, heureusement. À Salvador, on trouve beaucoup d'art déco. Et, attendez. Restant dans l'architecture, on aura là quelqu'un qui va passer 10 ans au Brésil, qui arrive, c'est vraiment en axe dans notre recherche qui va donner un livre. Je prépare ça pour la fin d'année, j'espère. Il y a peut-être 20 ans que je prépare le livre, mais parce que c'est bon de rechercher sans hâte, sans être pressé, parce qu'on trouve toujours des choses. Un jour, il faut faire, parce que sinon, ça vient quelqu'un d'autre et fait. Non? Et alors, on a ça comme thème. C'est vraiment un thème passionnant, parce qu'on va faire ce mélange entre le modernisme, l'avant-garde. C'est ça le but, et montrer que ça n'était pas un style qui regardait le passé sans promouvoir le modernisme. Non, c'était le passé et le modernisme qui marchaient ensemble. Alors, monsieur Auguste Herbors, professeur céramiste déjà très connu pendant la période de l'Art Nouveau, ça veut dire 20 ans avant qu'il arrive à Rio. Il arrive à Rio pour... j'ai même la photo de sa carte de visite. Le boulevard Louis, je pense Louis XIV, je vais voir. Après, je vais vous dire, alors, je me souviens maintenant, c'était monsieur Lucien Boucher, l'auteur de l'affiche qu'hier j'avais oublié, l'affiche Air France avec l'aile sur le continent et avec les deux villes qui se mélangeaient déjà. C'est Lucien Boucher qui a fait beaucoup d'affiches pour Air France. Bon, revenons à Herbors, lui il a reçu la commande des machines pour développer la céramique, la porcelaine au Brésil. Comme il était déjà quelqu'un de très connu, on lui a invité, il est venu vivre au Brésil, peut-être pour 1 an ou 2 ans, mais il s'est laissé passionner,
et il reste 10 ans. Pendant ces 10 ans, il produit 470 planches qui sont en ce moment à Lisbonne, en collectionneur, les a achetées, mais je suis un peu conservateur de tout ce qu'il a, j'ai toutes les photos, et ça serait un peu le cerneau du livre parce que c'est un matériel complètement inédit. Et M. Herbors a pratiqué des folies. Ça, c'est déjà la fin de son séjour. Hein. Il arrive en 1920 et il reste juste en 1930. Il fait des aquarelles, des encres de Chine et gouache, où il n'économise pas. Donc, on a là même une fontaine avec la tortue, non, qui est aussi très considérée dans les Indiens, et on a tous les motifs, les grilles. Là, c'est le paysage de Rio derrière, et ces pavés-là, faits en pierre qu'on appelle pierre portugaise. Vous n'avez pas ça ici, non? Avec de petits cailloux en pierre blanche et pierre noire. Ils sont très connus, sont très diffusés au Portugal. Et le Brésil a importé ça du Portugal. Et lui, il a fait ça. Il a été si heureux dans ses motifs que la préfecture, la mairie de Curitiba, qui est au Paraná, c'est un État au sud voisin de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ce sont les États plus au sud, lui a aussi commandé des pavés à Curitiba qui sont toujours là. C'est très intéressant à voir et on va présenter ces pavés toujours avec des motifs indiens. Alors, lui, il fait ce genre d'architecture où on trouve ici un luminaire et on trouve des formes totalement à l'avant-garde, hein, comme on va voir ici. Voilà, ces lampes-là, on dirait Mallet Stevens, Pierre Charot, hein, ces lampes à l'angle, non, enfin, profitant de l'angle et mettant l'éclairage dans des endroits complètement innovateurs, c'est Auguste Herbors. Pardon. Voilà. Auguste Herbors, ici, dans un projet de tissus ou papier peint ou pour des tapis, il a développé des motifs à ne pas finir jamais. Vous imaginez 470 planches où tout est nouveau, où aucun se répète. Il avait vraiment une imagination. Il est maintenant en Allemagne en train d'être redécouvert et il y a déjà des articles. Je peux aider parfois à des chercheurs et des professeurs qui font des recherches sur Herbors. Et sa période au Brésil a été vraiment importante parce qu'il sort de l'Art Nouveau et il entre dans l'Art déco par la voie du nativisme brésilien. Une autre fois, c'est un peu, comme je disais hier, c'est pas seulement le Brésil qui va boire les influences, c'est aussi l'Europe qui vient au Brésil développer son style propre d'art. Là, on trouve un Brésilien qui a fait ces mosaïques. Je voulais montrer des différents des différentes manières de présenter les motifs. Et comme ça, vous avez ici la mosaïque de verre. Et ces mosaïques sont grandes de 2,50 m au plus, 3 mètres, je pense. Et ils sont à la terrasse d'un ministère de la Fazenda, on dit le ministère de l'économie, peut-être, ce serait la traduction pour France, un des ministères qui a été bâti à l'endroit où on avait l'exposition de 1922, qui vient de la démolition, toujours à Rio, de la démolition d'une petite montagne qui s'appelait Morro do Castelo, où on avait des constructions du 6e siècle. Les premières constructions à Rio ont été faites sur cette montagne. Et en 1920, on n'avait pas honte de détruire ça parce qu'on disait
que cette petite montagne empêchait l'air d'entrer dans le reste de la ville. Et on a aussi des versions qui ça a été fait par l'immobilier, parce qu'on a laissé un espace immense pour de nouvelles constructions. C'est vraiment tout un quartier qui aujourd'hui, par ironie, s'appelle quartier du château. Pourquoi? Parce que dans cette montagne, il y avait le premier château que les Portugais ont fait en 1560, la première église, le premier collège, tout était là et tout était par terre. Et dans ce quartier, on a fait l'exposition 1922, l'exposition 1922 et les avenues, on a urbanisé ce quartier avec l'exposition 22, et après que l'exposition est partie, l'Académie brésilienne des lettres s'installe dans le pavillon français, mais la plupart des pavillons est démolie, et on a maintenant, en 1930, la construction d'un nouveau pôle administratif pour le gouvernement, montrer comme le Brésil était moderne. Alors ça, c'était à la terrasse du ministère de l'économie. Tous les ministères étaient nouveaux, tous les organismes du gouvernement étaient nouveaux, et comme le Brésil est richissime, en 1960, on a de nouveau un nouveau pôle administratif qui s'appelle Brasilia et qui est bâti avec la même intention que M. Vargas a eu quand il a fait ses constructions 20 ans seulement avant. Et quand le nouveau président très mégalomanique, il commence à faire Brasilia, les gens se demandent, mais pourquoi? Tout est nouveau. Il y a même 20 ans qu'on a bâti des ministères. On a dépensé tellement d'argent avec ces nouveaux ministères, avec des sculptures comme ça à la terrasse, non? Avec des sculptures, l'indienne et le jiboya, et il manque son bras, la pauvre petite là. Elle a perdu son bras. On va restaurer ça, j'imagine. Mais voilà, ces ministères étaient un des plus riches. Les salles de bain du ministre, toutes en onyx. Et alors, on dépense cet argent et après, on va faire Brasilia. Et les politiciens sortent de Rio et vont se cacher à Brasilia. Et comme ça, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Parce que s'ils étaient à Rio, tout le monde allait les voir à la rue et allait demander « et alors ?» Bon, ça c'est notre vie brésilienne qui se mêle toujours avec l'art. On ne peut jamais écarter les deux. Parce que tous ces commandes aux années 30 ou 40 ont fait les sculpteurs pour ces nouveaux ministères, pour ces nouveaux bâtiments, qui bien sûr, toutes les familles aussi voulaient avoir dans leur maison des pièces de vitraux, des sculptures qui rappelaient le concept nativiste, le concept du Brésilien d'avant la découverte par le Portugais. Et ça a fait la fortune des sculpteurs, des designers, des peintres, comme ce monsieur, par exemple, Umberto Coso, qui a fait ce médaillon dans le portique d'un immeuble qui, ironiquement, a été fait aux années 30 avec le nom de la ville qui a fait un peu le rôle, a joué le rôle de tueur, entre guillemets, du protagonisme de Rio. Parce que Rio, comme capitale fédérale, va perdre ça en 1960 avec la fondation de Brasilia. Alors, si je pouvais, je mettrais un autre nom sur ce médaillon. Mais le très intéressant, c'est que tout ça, c'est signé de Raymond Sub. Oui, toute la porte et ce portique. Bon, de nouveau, l'inspiration indienne qui remet à l'inspiration d'Antoine Bourdelle dans son fameux Héraclès. Vous connaissez cette sculpture qui est au musée d'Orsay, très connue. Mais là, c'est un Indien un peu coiffé, bien sûr,
mais c'est toujours en indien. Non? Là, c'est une porte d'une maison au quartier qui s'appelle Urca. Hier, je parlais de Bréchéret, n'est-ce pas? C'était dans le livre Art déco et sculpture de notre cher Alastair Duncan, qui a séparé des pages et des pages et des pages pour Janio. Il a aussi, je lui présentais, j'ai l'honneur d'avoir présenté Bréchéret, à qui il a donné, je pense que 8 ou 10 pages. Et il a été vraiment ravi de connaître ce sculpteur art déco. Vous voyez que c'est quelqu'un qui, aux années 30, était vraiment à l'avant-garde. Et voilà, de nouveau, un animal ici qui joue le rôle de talisman. C'est un petit crocodile qui est là, et lézard, un petit lézard, comme vous voulez. Hein. Et on tombe sur, à mon avis, le plus important artiste brésilien, vivant en France pendant longtemps de sa vie, et pendant la plus importante partie de sa carrière comme peintre, et qui était aviateur, qui était poète, qui était homme à touche-tout, qui s'appelait ici Vicente Dorrego Monteiro. Il ne faisait pas la peinture, il faisait la sculpture en peinture, parce qu'il donnait ces reliefs que vous avez pour créer une impression de 3 dimensions où on n'a que 2 dimensions. Et où est-ce qu'il allait s'inspirer? Marajo, non? L'île de Marajo. Il a fait des dessins et dessins et dessins. Il a fréquenté, il venait à Rio, bien sûr, toujours, mais il vivait à Paris. Il avait tous ces artistes très connus. En 1930, il est venu au Brésil avec une exposition 94 tableaux des 20 ou 30 artistes de l'école de Paris. Tout le monde à Paris le connaissait. Il fréquentait tout le milieu artistique, et les critiques d'art l'aimaient bien, et il était quelqu'un de très chéri parce qu'il était aussi un monsieur très gai, très vivant, très bon vivant, et riche surtout, qui il pouvait faire ses folies. Alors là, il a créé en 1925, pour un peu dire merci à Paris de tout ce que Paris lui a donné, il a créé 12 paysages de Paris qu'il a fait ce jeu de mots. On ne dit pas visage d'une ville, on dit paysage, etc. Bon, alors, il a utilisé une grammaire des Indiens dont il a préparé un glossaire avec ça c'est de l'eau, non? Ça c'est Notre-Dame, ça c'est la place de la Concorde, et il a développé un livre de gravures, qu'on peut enlever les gravures, et dans le préface, il a dit ça, c'était la visite, j'ai trouvé tous ces dessins que j'ai adaptés, mais c'était la visite d'un chef indigène de l'Amazone qu'il a fait incognito à Paris. Et j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé très intéressant, et je vous présente le résultat de mes recherches d'après ce que ce chef faisait. Et il fait, derrière chaque gravure, il dit, quand il présente le Louvre, il fait toujours des blagues. Voilà le lieu, la galerie la plus grande, la galerie du marchand plus riche de France. C'est dommage qu'on ne met pas le prix sur le tableau. Et fait d'autres blagues toujours en se moquant de tous ces côtés sérieux de l'art, du commerce, etc. Bon, lui, il avait fait en 25
le ballet avec ce nom-là. Après ces illustrations, il a développé des costumes pour un ballet qui avait ce même nom et qui a inauguré en juillet de 1925 pendant l'exposition internationale des arts décoratifs industriels modernes. Et c'était un ballet à grand succès pendant 15 jours au théâtre des Champs-Élysées. C'était un peu, je pourrais dire, la participation brésilienne à l'exposition. Et cette même année, ou même 7 mois, peut-être, je irai voir si c'était 1925 sûrement, mais si c'était novembre ou si c'était encore pendant l'expo, parce que l'expo termine en octobre. Mais notre Joséphine, elle inaugure aussi sa carrière au même théâtre et avec le même exotisme. Alors à Paris, l'exotisme était vraiment à la première page et on va voir, et ça c'est, son œuvre prouve ça. Et le danseur à qui il a appelé pour être le toile de ce ballet, c'était quelqu'un de très connu, appelé Malkowski, qui avait déjà été mis en portrait par les frères Martel, par beaucoup de sculptures dont Malkowski était le modèle. Si vous avez le livre des frères Martel, un grand sculpteur de l'art déco, vous allez trouver les études faites pour les sculptures de Malkowski, qui était la star du ballet. Alors, tout le monde, de la même façon que Tarsila avait appelé Pierre Legrand pour faire ses cadres, comme on parlait hier, Vicente Dorrego Monteiro a appelé Malkowski pour ne pas avoir de doute que son ballet serait un succès. Et vraiment, tout ça a marché très bien. Voilà, une de pièces où il s'est inspiré. Alors, il a fait le dessin et après il a fait le ballet. Voilà, on trouve ici les tangas qu'on avait montrés au début et on pourrait être plus art déco que ça. Hein. Et vraiment, c'est un artiste qui vous allez, si vous mettez Google en lui, vous allez vous amuser beaucoup. Hein. Rego Monteiro. Et notre grand Portinari, ça c'est beaucoup plus connu au Brésil et dans le monde, qui n'a pas fait peu d'Indiens, il a fait beaucoup d'Indiens. Il avait une pensée assez liée au peuple, il était même du Parti communiste, et ce qui ne l'empêchait pas de travailler pour le gouvernement. Hein. Et il a fait beaucoup de commandes pour le gouvernement et il a échappé de la prison parce que tous ses collègues communistes allaient à la prison. Lui, il était artiste, il était libéré et a gagné beaucoup d'argent avec le gouvernement dont il était opposé complètement au contraire, ce qui nous montre comme la politique peut être écartée de l'art. C'est vrai ou pas vrai? Bon, alors, de nouveau Portinari, grand artiste, hein. Je plaisante, mais il est vraiment... à mon avis, je trouve qu'on peut séparer les deux. Mais ses collègues ne trouvaient pas ça. Quand même, ça c'est Portinari, avec un Indien et avec des petits oiseaux qui sont là dans le chapeau. Ça, un peu, va une antévision de Carmen Miranda avec ses fleurs. Lui, il a des oiseaux. Bon, alors, en arrivant dans les meubles, ça, c'était pas un seul exemple. Dans toutes les maisons, on avait des cachets-pots, on avait des miroirs, on avait tout était créé avec le vocabulaire indien. Hein. Et ça, il faut mentionner, tout ça a été fait en cuir, hein, pyrogravé, et qui reste comme ça toujours. Hein. Voilà, en détail du meuble, hein, avec du beau bois brésilien. Et ces vases
dans la même technique qu'on trouve en France de la dinanderie, hein, de Jean Dunas, de Linossier et d'autres. Ça, c'est de Teodoro Braga. Teodoro Braga, c'est ce monsieur qu'au début, on a montré sa maison, style néocolonial, très marajoara. Bon, on arrive sur le tapis de Ivan da Silva Bronze. Hein, on a vu hier le tapis appelé Brasil, et ça c'est une petite collection de tapis au motif qui, parfois dans les légendes, on dit que c'est africain, mais c'est tout à fait indien du Brésil, parce que lui, il avait l'intention de se rapporter à son pays d'origine, auquel il gardait toujours son passeport. Il n'a jamais se naturalisé, ce qui ne change rien, parce que lui, il a fondé la manufacture de Savigny. Il est considéré un artiste français de la tapisserie. Un autre petit, on peut montrer ici des tapis d'un autre Européen, mais qui venait du Portugal, appelé Correia Dias. C'est l'auteur du portique avec l'indienne musclée de la première photo. Il s'appelle Correia Dias. On va trouver un peu stylisé tous les motifs qu'on a vus chez Herbors aussi. Les toucans par un artiste appelé Pastana. Et ça, ce sont les fruits de açaï. Et il a fait ses créations très bien résolues, parce qu'il a allongé le bec. Ce sont les anses, non? Et ça, bien sûr, c'est le bec. Tout à fait. Alors, il a vraiment joué sur la morphologie de l'oiseau et l'usage de cet ensemble pour café, lait et thé. Correia Dias a fait ça, il signait comme ça, mais ça c'est Correia Dias, dont je me suis inspiré pour la marque de notre Institut Art Déco Brésil. C'est ça, hein? Je suis un plagiaire, hein, quand même. Hein. Et pourquoi pas imiter ceux qui sont... Et lui, il venait du Portugal en 1914 et il a fait une carrière très courte parce qu'en 1935, il s'est tué. Il était dépressif, mais il avait marié une des femmes plus belles qu'on avait à Rio, une intellectuelle qui est devenue une grande poète, s'appelait Cécile Meirelles. Et quand il va au Portugal en 1935, tout le monde voulait parler avec elle, personne ne voulait parler avec lui. Il revient tellement dépressif qu'il ne supporte pas, c'est ça, c'est vrai. Et il se tue chez lui, il se... comment ça s'appelle, en forcage. Non, oui, il met en une corde. Oui, oui, voilà. Et dans la maison, dans une chambre, tandis que tout le reste de la famille, sa femme et les deux filles, étaient dans la salle à manger. Et c'était quelque chose vraiment pour affronter. Mais lui, il était vraiment très présent. Il a fait pas mal de choses. Il a un livre déjà immense et il va mériter un chapitre dans le livre que je fais, parce que lui, il venait de Portugal, déjà connu au Portugal, et il reste pendant ces 21 années à Rio, pratiquant un art dont il disait, tous ses collègues, il disait, mais pourquoi vous prenez ces modèles européens? Vous êtes au Brésil. C'était un Européen qui regardait plus profondément l'art du Brésil et les origines que les Brésiliens eux-mêmes. De nouveau, lui, ça s'est fait à Itaipava par notre cher Henri Gonneau, ce céramiste qui a étudié avec la Chenal et qui est parti pour le Brésil aux premières années des 1900 et qui a développé une entreprise assez
est assez grande et assez productive et a laissé des pièces, on trouve toujours des pièces signées de plusieurs sculpteurs et artistes, designers, mais toujours faites à Itaipava. Et c'était une céramique très très durable. À cause de ça, peut-être, ils sont restés tellement d'exemplaires. Et de nouveau, on trouve ce qu'on a vu ici, qui est récurrent, qu'on va trouver toujours, de nouveau, ici, n'est-ce pas? On a vu dans les tapis de Ivan da Silva Rubens ces mêmes motifs. Ah, ok, dans l'art africain, on trouve aussi, peut-être, mais ça c'est vraiment l'art inspiré par le... Ça c'est une partie de musique. Hein? Et bon, là c'est... Tout était fait. Même, par exemple, là c'est le nom dans... Guarani, c'est la tribu avec les Tupis, et qui avait la langue Tupi-Guarani, la langue la plus répandue dans les Indiens. On a plus de centaines de langues. Chaque tribu avait sa langue, mais la langue la plus connue, bon alors, Guarani, c'était un nom très développé, et Tupi aussi. La première chaîne de télévision s'appelait TV Tupi. En des phrases les plus connues de notre modernisme, c'était dite par un des grands protagonistes de la semaine d'art moderne en 1922, qui s'appelait Oswald de Andrade. Par coïncidence ou pas, il était marié avec Tarsila, le peintre, l'artiste peintre que je vous ai montré hier. Il disait « Tupi or not Tupi », parce qu'il voulait vraiment montrer qu'on devrait sortir des influences du to be or not to be et faire un to be or not to be. Et là, ce sont les costumes de carnaval. Je pense qu'avec ça, madame ne pouvait pas danser beaucoup, non? Un peu extrême, mais ça, c'est au bal du théâtre municipal. Ici, une caricature, je vous dis comment le caricaturiste a appelé ça. Civilisation et barbarie. Et les deux portant le même genre de vêtements, des joyaux, etc. Alors, on finit avec la danse. Non? Cette danseuse a été dans la couverture du magasin Life de 1941. Elle s'appelle Eros Volusia, avec ce nom vraiment, Eros Volusia. Elle est la fille d'une grande poète brésilienne moderniste, Gilca Machado, et elle a fait toute sa carrière avec des chorégraphies basées dans les tribus, dans les Indiens. Elle a eu beaucoup de succès. Elle a participé des dizaines de films à Hollywood. Elle a été le côté un peu plus intellectuel en comparaison avec Carmen Miranda. Et J. Carlos, c'est notre grand artiste graphique. Hein. Et la pororoca, c'est un phénomène de la nature où, à la rencontre des deux rivières, ça crée des vagues immenses. Et on peut même surfer sur ces vagues. Alors ça, c'est le Brésil profond, le Brésil des Indiens. Et J. Carlos nous invite maintenant à partir comme son indienne. Et elle dit, c'est fini, au revoir, je vous revois bientôt. Voilà, c'est notre J. Carlos.